Maintenant que nous avons détaillé le cahier des charges, les parties passives, nous allons nous intéresser à l'organisation des parties actives du réseau, c'est-à-dire aux équipements d'interconnexion. Alors, historiquement, on a travaillé d'abord avec des hubs. Le hub, c'est un peu comme si vous aviez le câble coaxial du réseau Ethernet dans une petite boîte et tout le monde se branche sur cette boîte-là. C'est donc le partage de la bande passante, c'est un bus en fond de panier. Et on va voir avec des voyants dessus, comme vous le voyez sur la photo du milieu, les collisions à la charge du réseau. Alors, on trouve des tout petits hubs qui ont des vocations en fait de prises multiples, qui ont souvent un port non croisé pour être reliés vers le reste du réseau, qui sont très très bon marché, mais qui ont une durée de vie très faible. Vous voyez aussi qu'on peut avoir des hubs 8 ports, des petits qui soient administrables et qui vont avoir des coûts beaucoup plus élevés, comme le hub 8 ports de Cisco qui est de l'ordre de 500 €. Ça reste très élevé. Bon, sur certains cas, on vous demande de passer par un hub, donc on n'a pas le choix, on le fera. Mais si vous voulez du matériel avec une bonne alimentation, dans le hub, c'est l'alimentation qui va coûter cher et le fait qu'il soit administrable, l'intelligence qu'on met pour le manager. Quand on a historiquement des hubs de 24-32 ports, l'alimentation est incluse, améliore la durée de vie et la ventilation. Ils peuvent être administrables pour être gérés à distance. Donc, c'est des prix qui vont aller de 300 pour les non managés jusqu'à 1 millier d'euros, par exemple. On peut utiliser des hubs parce qu'ils peuvent être totalement segmentables pour créer des sous-réseaux physiques bien isolés, ce qui peut présenter un intérêt pour de la sécurité et à la fois une faille parce que toutes les machines entendent tout ce qui se passe. Donc là, si le hub est piraté, si une machine est piratée, ben, elle enregistre vraiment tout ce qui se passe. Donc il y a à la fois du pour et du contre, si bien qu'on n'utilise pratiquement plus les hubs aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser des switches qui vont faire une commutation directe entre ports. Alors il faut voir que comme pour les hubs, on aura des bébés switch de type 8 ports 10-100 Go de l'ordre de 150 € maintenant. On a des switch 24 ports 10, 10-100, voire 10-100 gigabits. Ils peuvent être administrés ou non. Mais surtout, vous avez la possibilité de créer des réseaux locaux virtuels, des VLAN. Qu'est-ce que c'est qu'un VLAN? Un VLAN, c'est la possibilité pour un switch de dire quel port a le droit de communiquer avec quels autres ports. C'est-à-dire qu'on va faire des groupes et un port ne pourra pas communiquer avec un autre port du switch qui n'appartient pas au même groupe. Tout simplement. Donc on retrouve bien l'isolation ici. On pourra aussi avoir un port qui verra passer du trafic associé à plusieurs VLAN. Par exemple, quand on va avoir des ports qui vont nous renvoyer sur les locaux techniques de bâtiments. Mais le trafic restera marqué comme appartenant à tel ou tel VLAN. Alors un VLAN, on le décrira avec un numéro de VLAN. Un port, si on il appartient qu'à un seul VLAN, bon, on dira à quel numéro il appartient tout simplement. Par contre, s'il appartient à plusieurs ports, il va falloir que le trafic soit étiqueté. On parlera de tag. Et on va taguer les ports qui doivent appartenir à plusieurs VLAN. Donc on rajoutera dans la MAC PCI le numéro du VLAN, tout simplement. Et puis le switch, il sera capable soit d'ajouter le numéro, soit de l'enlever, le cas échéant. Donc on a des prix, des switches à peu près à tous les prix, de l'ordre de 1000 ou de l'ordre de 6000 € par exemple pour des switches 48 ports. Ça va être vraiment en fonction du nombre de ports gigabits qu'ils vont offrir. Est-ce qu'ils auront aussi des ports dédiés à de la fibre? Quelles vont être les fonctions qu'ils vont porter? Les switches permettent de relier des machines. Maintenant, pour relier des réseaux, on va avoir besoin de routeurs. Il faut noter aussi que le routeur, ça va être une machine qui devra être reliée à des ports de switch qui vont lui permettre de se connecter à un réseau local. Un routeur interconnecte des réseaux. Ces réseaux peuvent utiliser différents médiums. Ça peut être de l'Ethernet, ça peut être du réseau téléphonique qui est numérique, de l'ISDN par exemple. Ça peut être de l'ADSL, ça peut être du SDSL. Ça peut être aussi une ligne série qui pourrait permettre de la communication éventuellement locale entre quelques routeurs. Quand vous allez choisir un routeur c'est une machine informatique quelque part qui va devoir décider de comment acheminer des informations. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne en compte à la fois le nombre de ports et le type de chaque port, c'est-à-dire est-ce que j'ai des réseaux Ethernet, est-ce que j'ai du réseau SDSL, est-ce que j'ai du réseau téléphonique, combien je dois avoir de réseaux différents. Mais surtout, il va falloir doser la puissance du routeur, c'est-à-dire de son unité centrale et de sa mémoire, pour savoir euh, quelle quantité de trafic va pouvoir traverser le routeur et avec quelle qualité de service, combien de messages on va pouvoir acheminer par seconde. On pourra aussi lui rajouter des éléments logiciels de type firewall pour faire du filtrage sur les paquets, de gérer
ajouter des fonctions de gestion du niveau réseau, plus ou moins, des fonctions plus ou moins annexes, mais qui sont indispensables pour que ça fonctionne bien. Alors, un routeur, vous l'achetez en kit, donc c'est difficile d'avoir un prix. Et puis surtout, le routeur, il va se configurer. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un terminal sur un port série, avec un langage de commande rudimentaire, envoyer les choix de configuration du routeur. Un routeur, c'est une machine informatique, mais qui a un système d'exploitation particulier, c'est un système d'exploitation qui a été construit par le fabricant du routeur avec une très forte contrainte de compatibilité ascendante. Donc le langage de commande est rudimentaire. On peut aussi avoir des fichiers qu'on peut charger. On peut avoir des interfaces web, mais qui peuvent parfois ne pas vous donner forcément toutes les options. Il faut savoir quand même qu'à l'installation, il faut avoir au moins un port avec une adresse et un masque de configurer, ne serait-ce que pour pouvoir brancher une machine pour accéder au routeur et donc pour pouvoir aller le configurer. Il faut aussi, à l'installation, penser au mot de passe administrateur qu'il faut changer. On ne garde pas le mot de passe par défaut parce que sinon n'importe qui pourra rentrer sur votre routeur et toucher à sa configuration. Une fois qu'on a fait cette primo-configuration à l'installation, on aura la post-configuration, c'est-à-dire la configuration de tous les ports. Choisir également les algorithmes de routage, c'est-à-dire comment votre routeur va connaître l'architecture du réseau et décider de l'acheminement. On peut aussi rajouter des droits d'accès, authentifier des numéros d'appel par exemple, ou des fonctions de translation d'adresse qui vont nous permettre d'ajouter un minimum de sécurité sur le réseau. Comme je vous l'ai dit, le système d'un routeur est un système propriétaire avec un langage de commande hiérarchisé. Il peut y avoir quelques pièges parce que l'ordre de configuration peut avoir une incidence. Alors, chez certains constructeurs, on voit bien l'ordre de configuration nécessaire parce que il va vous manquer des éléments pour lancer une configuration. Donc, on a des passages obligés et on se dit, ben, on doit revenir en arrière pour aller créer tel ou tel objet pour ensuite le réutiliser dans une configuration. Et puis, vous pouvez avoir des petits effets de bord. Donc, c'est souvent un petit peu compliqué. Ça explique qu'on ait parfois des gens qui soient experts de telle ou telle famille de routage. Sur les algorithmes de routage, il va falloir aussi qu'ils soient compatibles entre les routeurs, c'est-à-dire que plusieurs routeurs qui doivent communiquer entre eux, mais doivent partager une même philosophie pour acheminer les messages. Avec un petit problème, c'est que quand vous utilisez un routeur qui est relié à une ligne téléphonique, ce qu'il va faire, ce routeur, c'est que quand il n'y a pas de trafic, pour économiser de l'argent, il va raccrocher la ligne téléphonique. Mais s'il raccroche la ligne téléphonique, il va modifier la carte du réseau qu'il possède. Donc, une fois qu'il a modifié sa carte, il va falloir le dire à tout le monde. Donc, pour un routeur qui a un port téléphonique, il va falloir qu'on utilise du routage fixe, parce que sinon, vous allez exploser votre budget et votre routeur va se connecter au réseau téléphonique en permanence. Et votre routeur, lui, il n'a aucun moyen de savoir que tel ou tel port est une ligne téléphonique et qu'il faut pas, que c'est normal que la ligne tombe quand on a raccroché, par exemple. Alors, quel prix pour des routeurs? On va trouver des routeurs de 500 à 1500 euros pour des TPME. Oui, on va dire autour de 1500, 1200, 1200, 1500 euros. Si vous voulez mettre de la voix sur IP, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il va falloir qu'on améliore les débits et qu'on gère vraiment les contraintes de téléphonie. Donc, ça va être plutôt de l'ordre de 5000 à 10 000 euros. Après, vous avez des routeurs avec des liens optiques, de la sécurité pour des grandes entreprises. Un routeur, ça peut être aussi parfois plus de 40 000 euros. C'est très difficile d'avoir un prix catalogue parce que vous avez beaucoup d'options, vous avez beaucoup de choix au niveau des cartes. Donc, en fait, le prix, il va être configuré à la demande. Enfin, le réseau, c'est quelque chose qui va devoir être exploité. Et les gens qui vont l'exploiter vont aussi exploiter l'architecture système, c'est-à-dire qu'on va aussi inclure les équipements informatiques nécessaires pour que tout fonctionne. Il faut voir que pour que ça fonctionne, on administre en règle générale à distance. Donc il faudra aussi prévoir des onduleurs, des équipements de secours électrique avec des batteries, voire des groupes électrogènes, qui vont permettre de sauvegarder électriquement des équipements. Alors on peut se dire, bah oui, je vais sauvegarder électriquement un peu les machines, par exemple, le temps de faire du shutdown, ou une machine qui doit continuer de fonctionner même en cas de coupure électrique. Oui, mais voilà, il faut que votre machine, on puisse y accéder à distance. Donc, il faut aussi prendre en compte la protection électrique de toute la chaîne de liaison, c'est-à-dire de l'ensemble des machines, le poste client, et également les équipements d'interconnexion, les switches et les routeurs, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le serveur. Alors, on va trouver plusieurs types d'onduleurs, les onduleurs offline, qui commutent sur batterie uniquement en cas de problème en surveillant la tension.
On va trouver des onduleurs principalement online, avec une double conversion alternative continue alternative, ce qui permet de stabiliser vraiment le courant d'alimentation des machines. Et puis on passe sur batterie uniquement si on a une coupure. Plus rarement, vous avez des onduleurs line interactifs, c'est-à-dire où on aura des circuits de compensation de tension, mais sinon ils commutent sur batterie qu'en cas de problème. On va noter qu'aujourd'hui, c'est principalement du online pour les grosses infrastructures. Et ces onduleurs online devront être assez puissants pour assurer le relais avec les groupes électrogènes. Et ils contribueront d'ailleurs aussi à stabiliser l'alimentation qui vient des groupes électrogènes. Comment interconnecter les équipements réseau? Vous allez les interconnecter de locaux à locaux, même à l'intérieur d'un même local. Donc, vous allez les monter en cascade. Il ne faut pas qu'on ait plus de 4 hubs ou de 4 switches qui soient mis en cascade avec des liaisons au même débit, parce que sinon vous allez créer des goulets d'étranglement. Donc, si vous allez lier des switches entre eux, il faudra tôt ou tard que la liaison entre les switches soit à un débit plus important que la liaison qui lie le switch au poste client, par exemple. Il faut aussi vérifier qu'on n'a pas de bouclage matériel, mais attention, on peut avoir des machines sensibles pour lesquelles on va faire un double attachement au réseau, c'est-à-dire on va connecter la machine avec deux cartes réseau sur deux ports d'un équipement. Donc on pourrait faire un bouclage. Mais si vous faites un bouclage, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des algorithmes de spanning tree, c'est-à-dire un algorithme qui sur l'équipement va surveiller qu'il n'y a pas de boucle, et donc s'il y a une boucle, on va prendre un lien privilégié. Et si jamais on a une coupure, on commutera automatiquement vers, vers l'autre lien. Donc ça, c'est vraiment au niveau du câblage. Il faudra bien sûr raisonner, comme on l'a vu pour l'étude de trafic, de bout en bout, pour évaluer les débits et les comparer avec la puissance du serveur, de l'unité centrale et de la mémoire, pour les serveurs, mais aussi pour les routeurs. Il est tout à fait illusoire de dire qu'on augmente la puissance du réseau si vous avez un serveur qui va mal fonctionner, peut avoir d'axe disque par exemple. Vous avez beaucoup de surface de stockage pour le disque, mais vous n'avez qu'un seul axe. Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul accès au disque. Donc si vous n'avez qu'un seul accès au disque, c'est le disque qui sera le boulet d'étranglement. Améliorer la performance du réseau ne changera rien par exemple. Mais vous avez aussi à veiller à avoir des routeurs qui aient une puissance suffisante en termes d'unité centrale et de mémoire. Donc il faut vraiment essayer de réfléchir de bout en bout et de placer l'argent le mieux possible pour avoir les meilleures performances, et puis penser bien sûr la bonne configuration des routeurs. Enfin, au niveau du câblage, tout le système doit être bien organisé, assurer le suivi des changements et surtout éviter ça. Dans les locaux techniques, vous avez toutes les prises qui sont très emmêlées, enchevêtrées, et là, ça devient absolument inexploitable. Euh, et au fil des ans, c'est possible de faire des vraies toiles d'araignée ou des vrais sacs de nœuds. Évitez aussi d'avoir ces câbles qui traînent à l'intérieur de bureaux, ça donne une mauvaise image, ça, c'est de la piètre qualité, et puis surtout, vous avez des gens qui vont se prendre les pieds dedans, donc on va arracher un peu du câblage, on essaye aussi d'éviter d'avoir des câbles qui vont être coincés entre deux bureaux pour pas qu'on les écrase. On va essayer vraiment de protéger au maximum ces ressources parce qu'elles nous auront coûté très 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 cher. Voilà.